Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au cœur du débat. Ce soir, nous parlons des coopératives et même le nouveau récit des coopératives. Vous allez comprendre pourquoi ce titre dans un petit instant. On en parle avec trois invités ce soir. Tout d'abord, Sybille Mertens, directrice du Centre d'économie sociale à Luliège. Bonsoir. Bonsoir. Éric Walla, directeur de la coopérative SCAR, la Société coopérative agricole régionale. Bonsoir. Et Renaud Queudeguen, coordinateur du RATAV, le réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers. Bonsoir à vous. Trois premières questions on peut vous poser, c'est le thème ce soir, les coopératives. Madame Mertens, c'est quoi une coopérative simplement? On entend ça dans le jargon un peu tous les jours. On parle des sociétés qui se mettent ensemble et tout, mais c'est quoi exactement une coopérative, très concrètement? C'est simplement une forme originale d'entreprise, donc une entreprise de personnes plutôt que de capitaux. Donc c'est une société qui va rassembler des personnes autour d'un même objectif, des personnes qui vont y investir, mais qui vont ensemble poursuivre cet objectif commun. Ça va être un objectif, on va le voir dans le film de ce soir, un objectif par exemple de relocaliser convenablement l'agriculture ici, mais on a d'autres objectifs possibles. Ce qui est intéressant dans ce modèle d'entreprise, c'est que les personnes vont utiliser le véhicule de l'entreprise pour répondre à leurs propres besoins et donc vont construire tout un modèle d'entreprise pour répondre à cela et pas pour, comme on le voit traditionnellement, utiliser l'entreprise uniquement pour un outil de rentabilité financière d'investissement. Donc c'est un modèle dans lequel les gens investissent, mais les gens ont la possibilité de gérer ensemble une boîte qui leur appartient et qui répond à leurs propres besoins. Il y a des grandes et des petites coopératives. Oui. Je pense que de mémoire, il faut être deux personnes simplement pour créer une coopérative légalement. Il y a des grandes et des plus grandes même, comme SCAR, la Société coopérative agricole régionale, dont vous êtes le directeur, monsieur Walla. Voilà, c'est quoi exactement SCAR? C'est quel secteur? Donc nous, les hommes qui se sont rassemblés, ce sont des agriculteurs à l'origine. Donc nous sommes une coopérative qui a un certain âge aujourd'hui, 125 ans, avec le passage de génération en génération, c'est important, on en parlera probablement. Ce qu'il y a aussi, c'est que donc, notre métier, nos besoins, c'est de répondre, de fabriquer des aliments pour le bétail, pour nos éleveurs de la région, avec une ambition de développer des filières à valeur ajoutée pour eux. Donc on rassemble plus ou moins 2500 coopérateurs et aujourd'hui, il faudra aussi distinguer, il y a plus ou moins 1000 qui sont actifs, le reste étant les historiques. Voilà. Et donc moi, je suis simplement le gérant journalier de cette coopérative, qui est toujours une coopérative où il y a un conseil d'administration, il y a des assemblées générales et donc il y a des décisions collectives et stratégiques collectives. Et quand on est coopérateur, on investit de l'argent ou bien son savoir-faire? Comment ça se passe justement légalement en tout cas? Mais donc, on est associé, c'est-à-dire qu'on prend une part dans la coopérative, et donc ça dépend évidemment de la taille de l'entreprise. Ensuite, on peut évidemment utiliser cette entreprise-là, je le disais, pour répondre à nos besoins. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, y amener des fournitures, ou on va utiliser ce véhicule-là pour vendre notre production, ça dépend. Donc ça veut dire qu'on a des transactions qu'on va réaliser avec cet outil coopératif, on ne se contente pas d'y investir. Et puis en général, ce sont des lieux démocratiques où les membres s'expriment et essayent de travailler ensemble à trouver des solutions qui leur conviennent, ce qui veut dire qu'il y a un réel échange d'expertise, de points de vue sur des problématiques communes. Alors, Renaud Queudeguen, en tant que coordinateur du RATAF, le réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers, on l'a dit tout à l'heure, pour vous, la coopérative, on va le voir dans le film justement, c'est le titre qu'on a donné tout à l'heure, le nouveau récit des coopératives dans quelques instants. Pour vous, les coopératives, c'est l'avenir, en fait, en tout cas pour la production, pour les producteurs locaux? En tout cas, quand le RATAV est né en 2017, il y a eu un mouvement de création de nouvelles coopératives. Et donc, on a voulu démontrer, en fait, et montrer que sur notre territoire, il y avait plein de choses qui se passaient. Et donc, il y a un certain nombre de porteurs de projets qui ont décidé de s'emparer de cet outil coopératif pour faire de l'économie, mais pas n'importe comment, de l'économie sociale et solidaire. Et donc, ils mettent en avant, évidemment, la finalité de leur projet avant de faire du profit. Et donc, voilà, on voulait montrer, finalement, aux citoyens de l'arrondissement de Verviers tout ce qui se passe et toute la richesse des porteurs de projets et des projets qui évoluent sur notre territoire. Et je pense que oui, pour nous, c'est vraiment des outils d'avenir. Oui. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est le nouveau récit des coopérateurs parce qu'à l'initiative du RATAV et de vous en particulier, vous avez réalisé, en tout cas commandé un film pour nous expliquer ce qu'est une coopérative, comment elle fonctionne, ce qui est fait aussi dans l'arrondissement de Verviers, un film réalisé par Otravista. Nos amis d'Otravista, d'ailleurs, qu'on connaît bien chez nous aussi, un film qu'on va voir évidemment, qu'on vous propose en vision, presque en primeur, en tout cas en télé. Donc c'est le nouveau récit des coopératives. On se retrouve d'ici une petite vingtaine de minutes.
Réorienter notre système alimentaire, le rendre plus durable. Favoriser la production d'aliments locaux, de qualité, sains, bons pour la santé, en protégeant l'environnement et en favorisant une certaine justice sociale. Ce sont là quelques pistes qui orientent les actions du RATAV et lui permettent d'être en phase avec sa raison d'être, construire un territoire vivant. Parmi les acteurs de notre système alimentaire, local, en transition, les coopératives occupent une place essentielle. Ce film s'appuie sur une série de rencontres avec une partie des acteurs engagés pour et avec notre territoire. Celles et ceux qui ont choisi de faire de cette transition leur combat quotidien. Ce tour d'horizon démarrait avec la SCAR, une coopérative fondée en 1898 dans le pays de Herve qui réunit aujourd'hui plus de 2400 coopérateurs éleveurs un peu partout en Wallonie. Donc Eric, SCAR, c'est 125 ans d'existence, une des plus anciennes coopératives. Est-ce que tu peux nous expliquer ? La durée, je pense qu'une coopérative, c'est aussi un outil qui doit, comme une exploitation agricole, passer d'une génération à l'autre, d'un agriculteur à son fils, etc., à son petit-fils. Il faut s'adapter à l'évolution de l'agriculture. Donc nous, on a pris l'option d'effectivement s'investir et de développer une agriculture qualitative, liée à toute une série de cahiers de charges qui redonnent de la valeur aux productions. Pendant des années, le monde agricole et les consommateurs, ils ont quand même été fortement séparés, divisés, éloignés, on va dire. Nous, en plus, on est une coopérative de production d'aliments, donc pour les animaux. Donc le consommateur, il ne voit pas ça. Il est bien conscient quand on lui en parle de l'importance. Mais donc, effectivement, nous contribuons à ce lien très, très important entre le consommateur et le producteur. L'agriculture des grands-parents, c'était une agriculture de proximité aussi. Les choses ont été prises en main par l'Europe d'une manière totalement différente. Il fallait, après la guerre, nourrir les gens. Il n'y avait pas assez de nourriture, donc ça a été industrialisé. Maintenant, on se rend compte que l'industrialisation de l'agriculture, ça devient tellement impersonnel et ça devient simplement des outils qui produisent. Ce n'est plus des personnes qui produisent, c'est des outils. Et donc ça, c'est intenable au niveau familial, au niveau local. On n'est pas des machines. Au cœur vraiment de la coopérative de PQA, le bien-être animal est super important, mais aussi le bien-être de nos éleveurs. Donc on veut qu'ils soient bien, qu'ils soient assurés d'avoir un débouché à bon prix. On veut aussi donner la chance à des jeunes de s'installer. Pour nous, c'est important. Et donc leur garantir un prix fixe, un prix stable, ça les aide à pouvoir commencer des fermes, faire des preuves, des investissements, etc. C'était important pour moi de reprendre la ferme parce que ça faisait quelques générations qu'on était là-dedans. À mon âge, je trouvais important de travailler avec une coopérative telle que PQ1 qui me garantit un prix fixe durant toute l'année. Avec ça, c'est agréable de travailler avec eux parce que il y a une relation de confiance. Je vais régulièrement chez eux, on parle de ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est géré par les agriculteurs. Donc, c'est nous qui gérons un peu les prix et tout ça. Donc, avec ça, on a un prix juste. Donc chez PQA, les coopérateurs, qui sont nos producteurs, ils ont des parts chez nous et donc la coopérative leur appartient réellement. Donc nos patrons, entre guillemets, c'est les producteurs. On se différencie fort de l'industriel par rapport à nos produits. Donc on impose quand même à nos producteurs des cahiers des charges assez contraignants au niveau de l'alimentation des animaux, au niveau de mode de production, etc. Et c'est ça aussi qui fait qu'on peut vendre plus cher, qu'on peut faire plus de marge et qu'on peut mieux rétribuer nos producteurs. Comme je dis souvent, il y a plus de 400 ans qu'on est agriculteur et qu'on se passe la ferme de génération en génération. Et à un moment donné, tu voudrais bien que ça continue et tu ne comprends pas pourquoi tu devrais être la génération qui doit s'arrêter. Et à travers le circuit court, à travers les coopératives, tu as une autre énergie, une autre ambition qui se met en marche. Ce n'est pas une ambition de volume, une ambition de qualité, de savoir-faire à transmettre, de l'artisanat. Et c'est un autre métier, c'est tout différent, quoi. Mais tu vois vraiment qu'il y a de l'espoir qui renaît
Et d'ailleurs, on le voit au niveau de la ferme, ce n'est plus la même chose par rapport sur 6-7 ans. Ici, ça a fortement changé, quoi. À travers leur discours, on comprend mieux que les changements profonds qui sont en cours dans notre société sont indissociables de l'alimentation. Loin d'être un effet de mode, le fameux circuit court serait en partie celui de nos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, avant que notre économie se globalise et que nos habitudes de consommation se transforment au fil du temps, par des besoins réels et d'autres certainement plus superficiels. Si la viabilité du modèle se confirmait, il fallait à présent mieux comprendre quelles sont les ressources des coopératives de notre territoire et finalement, ce qui fait leur force. Et donc Damien, dans les coopératives, on parle souvent de mission, c'est la finalité de la coopérative. Et Margheriti Picot, c'est quoi le cœur du projet, c'est quoi la mission? Écoute, nous, notre mission, c'est vraiment de promouvoir les produits laitiers locaux. Et pour y arriver, c'est en partageant des valeurs qui sont le respect des animaux, le respect de l'environnement, d'avoir un lait qui soit de qualité supérieure et différencié, et que chaque maillon de la filière soit rémunéré justement. Et qu'est-ce qui vous différencie finalement de la filière lait traditionnelle qu'on connaît? C'est justement le fait qu'on soit organisé en filière, donc le fait d'avoir constitué une coopérative où chaque maillon de la filière, les agriculteurs, les meuniers, les fromagers et même les consommateurs sont repris au sein d'une même coopérative où chacun a son mot à dire et prend part aux décisions. C'est vraiment ça qui est même unique en Belgique. Alors, ici c'est le stock. Ouais, et là on rentre en prod. Donc là, on arrive au cœur de la production Margheriti Picot. C'est ça, ici c'est notre zone de conditionnement de tous nos produits, zone de mélange et de conditionnement. C'est beaucoup de lait comme ça qu'on transforme? Ici, on transforme 200 000 litres par an de lait Margherita Picot. Ça correspond à peu près 1/5 de la production de la ferme. Donc 200 000 litres de lait transformé localement, totalement. C'est ça. Donc ici, voilà, par exemple, le fromage que tu as ici, on a été chercher le lait avant-hier, on l'a transformé hier en caillé. Et puis là, aujourd'hui, on va le mélanger avec les fines herbes. Puis il va être directement conditionné en petits pots de 150 grammes. Et puis il va directement aller au frigo et partir chez nos clients. Et donc les distributeurs viennent chercher ici? Il y en a qui viennent chercher, il y en a certains qu'on va livrer via des grossistes et puis qui seront distribués chez les petits détaillants de la région. Michel, ici on est à Hombourg. Où est-on exactement? Sur une des 6 parcelles de la coopérative des vins du Pays de Herve. Et donc le modèle coopératif, tu y crois? C'est une réalité pour d'autres, mais aussi pour nous. En 4 années d'existence, nous avons réuni 700 coopérateurs, 1 million de capital. C'est juste la possibilité de réunir des ressources financières, mais aussi des ressources humaines en termes de biceps. Ils viennent travailler pour nous aider à relever les vignes, et des compétences énormes que l'on peut retrouver au sein de sa propre coopérative. Ce qui est intéressant aussi au sein des coopératives, c'est qu'on travaille en open source. On va s'échanger des informations, alors que ce soit nous, dans la conception du projet, on a pu bénéficier de l'aide et des infos d'énormément d'autres projets qui sont nés avant nous. Et nous, aujourd'hui, on va aussi donner nos plans financiers, notre manière de travailler, nos trucs et astuces à d'autres coopératives. Et c'est aussi quelque chose qui est très chouette et très fort, qui renforce les coopératives et le local. On se rendait compte que dans notre terroir, on pouvait essayer de le valoriser autrement. On pouvait essayer de dire voilà, aux personnes qui achètent notre lait ou qui vont acheter notre lait, c'est que notre lait il est encore produit de façon traditionnelle. Les vaches pâturent jour et nuit. Et donc, c'est l'agriculture qu'on a chez nous. Et l'agriculture qu'on a chez nous, ce n'est pas l'agriculture du monde. Nous, on ne veut pas conquérir le monde, on veut juste essayer de vendre nos produits qui sortent de notre terre et d'avoir une juste rémunération de notre travail, de notre fruit de notre travail. C'est simplement qu'on veut reprendre sa place, la place qu'on mérite dans la société. Toute cette énergie-là qu'il a fallu donner dans la coopérative, elle a quand même été donnée par des exploitations où il y avait des jeunes agriculteurs, soit qui venaient de reprendre la ferme avec leurs parents ou qui allaient le reprendre. En général, il y a beaucoup de jeunes dans les structures agricoles des 8 coopérateurs. Ça a quand même été un moteur important.
Donc là, on a pour le moment 300 coopérateurs. Donc ça permet forcément de répartir le risque entre ces personnes, mais aussi entre les acteurs. Donc on a le producteur qui est aussi coopérateur, qui fournit les céréales. On a le meunier, puis les boulangers, les citoyens consommateurs aussi. Et donc si, par exemple, un problème se pose au moment de la moisson, ou au moment de la mouture, ou au moment de la transformation, ça peut être amorti plus facilement. C'est moins dramatique parce que chaque acteur va faire aussi l'effort ou va faire en sorte que cette farine puisse être de toute façon consommée. Qu'on fasse partie intégrante du projet, que tous les maillons de la chaîne soient ensemble, parce qu'être trop producteur à produire de manière locale et de ne pas avoir le consommateur qui suit, ça ne sert à rien, on se tire une balle dans le pied, quoi. Il faut que l'ensemble de la chaîne fonctionne et que tout se suive. Avec toute la bonne volonté du monde, les coopératives ne peuvent fonctionner sans l'engagement citoyen. À écouter ces acteurs du changement, la capacité du modèle coopératif à devenir suffisamment productif pour la population et rentable pour les coopérateurs semble être une réalité. Quelle joie aussi de constater que toutes les personnes rencontrées restent positives, pleines d'espoir et partagent des valeurs communes. Alors pourquoi ? Pourquoi autant de personnes restent indifférentes face à cette alternative concrète et porteuse de sens ? Pouvions-nous affirmer avec certitude que pour relocaliser notre alimentation, le modèle coopératif apporte une réelle plus-value dans le changement de notre système alimentaire ? Donc du coup, le circuit court pour nous c'est super important parce que ça nous permet de diminuer les intermédiaires, donc de diminuer l'énergie qui va être produite pour pouvoir véhiculer tous les produits. On va diminuer le coût aussi, avoir un prix plus juste pour les producteurs mais aussi pour les consommateurs. Diminuer les emballages qui ne sont pas nécessaires en fait justement pour ce transport. Oui, parce qu'on apporte des caisses de légumes en fait. Oui, voilà, directement. Et puis du coup, on favorise aussi énormément le lien entre les consommateurs et les producteurs, puisqu'en fait, le producteur ici, il va directement livrer ses légumes. Et donc, c'est l'occasion d'échanger un petit peu sur la meilleure des recettes à faire avec le chou rave qui vient de sortir, ou voilà, donner un petit peu des nouvelles du champ. Donc, ça favorise vraiment les liens. Donc, ça, c'est vraiment très beau. Clairement. Producteur, qui dit producteur dit travailleur. Et le travailleur, l'air de rien, on crée de l'emploi en local. Et vu que c'est un emploi qui est complètement ancré, avec des racines de légumes, de fruits, et de tout ça, dans la terre d'ici, c'est un emploi qui n'est pas délocalisable en fait. Du coup, si les consommateurs favorisent les producteurs qui sont locaux et les circuits courts, du coup, ils favorisent aussi l'emploi l'emploi de leur région en fait. Et ils le rendent beaucoup plus durable, beaucoup plus pérenne. Donc c'est bon pour leur région, c'est bon pour l'emploi de leur région, c'est bon pour leur santé. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça implique pour le mangeur, le projet inventaire ? C'est-à-dire de manger local, de saison, et de la saisonnalité, de manger des tomates en saison, des courgettes en saison, de ne pas demander des fraises au mois de décembre, par exemple. C'est un changement d'attitude que doit avoir le consommateur. Donc ici, on est au cœur du supermarché Vervicoop. Alors c'est un endroit dans lequel tous les citoyens peuvent venir faire leurs courses. Ils peuvent trouver toutes sortes de produits, surtout des produits locaux, des produits bio ou respectueux de l'environnement. On connaît tous nos producteurs, majoritairement, et si on ne connaît pas le producteur, en tout cas, on a une démarche avec l'intermédiaire de celui-ci. Alors l'idée aussi, on a décidé de s'appeler supermarché coopératif avec le super entre guillemets, parce qu'en fait, vous pouvez trouver dans cet endroit vraiment tous les aliments, tous les produits que vous pourriez trouver dans un supermarché. Dans nos valeurs, on essaye aussi de limiter l'emballage et d'être presque zéro déchet, même si c'est impossible de l'être complètement, mais en tout cas de tendre un maximum vers le zéro déchet. Il n'y a pas de tout le temps, on travaille de saison et c'est un peu comme dans un resto, s'il y a tout à la carte, c'est qu'il y a du congelé et du préparé à l'avance. Donc voilà, ici c'est la même chose, il n'y a pas de tout le temps, mais il y a de quoi se nourrir et il y a de quoi vivre correctement au jour le jour. Donc une des spécificités du projet, c'est qu'on se veut créateur d'emplois. Donc pour ancrer localement et durablement une filière, pour nous, chacun doit pouvoir y trouver son job. Et donc le producteur, comme nous qui travaillons ici, on est tous employés.
En tant que producteur, la coopérative nous permet d'écouler nos produits parce que pertinemment, le travail de producteur demande vraiment d'être très attentif à nos cultures et du coup, il est très difficile d'à la fois commercialiser, de faire la promotion de nos produits et on y trouve vraiment un grand intérêt à ce niveau-là. Alors l'avantage de travailler dans un magasin comme le nôtre, pour nous, c'est qu'on est là au jour le jour, on entend donc tous les retours de nos clients. C'est comme ça qu'on évolue, c'est grâce à eux qu'on décide de rentrer un produit ou bien qu'on décide de s'intéresser à tel ou tel produit. Et la plupart du temps, ce qui revient beaucoup, c'est l'intérêt pour la transparence. Donc le fait qu'on travaille en direct avec nos producteurs principalement, eh bien, on peut répondre aux questions de nos clients et de manière générale, eux aussi, quand ils vont visiter un producteur, ils peuvent revenir vers nous, on peut mettre en place certaines choses grâce en fait à nos conseils clients, aux retours clients. Et on est très à l'écoute, c'est pour eux qu'on a créé tout ceci et donc c'est grâce à eux aussi qu'on peut le faire évoluer. Des initiatives de producteurs locaux, des initiatives de petites épiceries locales, il y en a un peu partout sur l'arrondissement et donc ça c'est génial. Mais il manquait un maillon. Entre ce producteur et ce distributeur, il manquait quelqu'un qui fasse le lien entre les deux. Terre d'Herbage, c'est ça en fait. Terre d'Herbage, c'est la volonté d'être un seul et même lien entre la multitude de petits acteurs, de petits producteurs locaux qu'on trouve un peu partout sur l'arrondissement, la multitude de petites épiceries, de magasins à la ferme un peu partout, de restaurants aussi même de plus en plus, histoire de amener tous ces produits de l'arrondissement vers chacun des distributeurs. Donc la réalité, que ce soit d'un maraîcher, d'un éleveur, d'un producteur de fromage par exemple, c'est toujours la même. C'est normalement d'être au plus près de son outil de travail, des animaux, des plantes, de ce avec quoi il travaille. Et aujourd'hui, on aurait peut-être tendance à lui demander non seulement de faire ce job et de le faire le mieux possible pour qu'on ait les produits les plus sains, mais d'en plus faire un job de community manager en gérant une page Facebook, de faire un job de distributeur, de faire un job de comptable. Et donc, l'intérêt de Terre d'Herbage, c'est quoi? C'est de se dire, ok, le boulot logistique de ramener chacun des produits vers chacun des consommateurs, on peut le faire. On peut en libérer les producteurs, quels qu'ils soient, pour qu'ils puissent prendre le temps et de faire ce pourquoi ils sont engagés et d'avoir simplement du temps en famille, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des gens qu'on n'a pas envie d'épuiser, on a envie qu'ils soient toujours là pour nous nourrir dans 10 ans, dans 15 ans, et pour ça, il faut les soutenir. Les coopératives de notre territoire sont des acteurs indispensables à la mise en place d'un système alimentaire réellement durable. En facilitant l'accès aux produits locaux, en favorisant la création d'emplois ancrés localement, la mise en lien des producteurs et des consommateurs, en provoquant le changement d'attitude des citoyens face à leur alimentation, en rendant de l'espoir au monde agricole et paysan, tout simplement. Ce fameux monde de demain, plus durable et respectueux de l'homme et du vivant, commence dans nos assiettes. C'est une bonne nouvelle. Chacun d'entre nous a le pouvoir d'entreprendre ce changement, son changement, dès aujourd'hui. Voilà, c'est une belle plongée évidemment dans le monde des coopératives et des coopérateurs aussi, et des acteurs justement dans ces coopératives dans notre arrondissement de Verviers. Renaud Kudgen, justement en tant que coordinateur du réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers, à l'initiative de ce film. Et voilà, c'est vraiment faire le point sur ce qui se fait là aujourd'hui chez nous, de manière très positive, on le voit aussi, mais justement pour dire qu'il y a un élan autour des producteurs locaux et des coopératives justement qui vivent et qui se développent encore. Oui, comme vous l'avez dit, on est très content d'être là ce soir, de pouvoir présenter ce film. Il a été tourné à l'été 2021, 2022, il a tourné, on l'a présenté, on a fait des débats, etc. Et donc voilà, c'est la première télévisée, donc j'espère que les gens vont s'emparer de cet outil maintenant, j'espère que ça donne envie. Ça donne envie d'aller plus loin, de creuser ce sujet. La coopérative, c'est pas la solution à tout, c'est pas le seul modèle qui existe pour changer le monde et changer les choses, c'en est un. Mais voilà, on espère que c'est inspirant et en tout cas que ça démontre aux 210 000 habitants de l'arrondissement de Verviers
que ça bouge chez nous. C'est pas, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Et donc, il était important que tous ensemble, on se mette en route sur ce nouveau récit que nous, on a tenté aussi de communiquer à travers ce film. Justement, le nouveau récit, parce qu'il fallait faire le point, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est vraiment ça, c'est se diriger vers l'avenir, finalement. C'est se diriger vers l'avenir. Alors, ce qui est étonnant, et on va certainement en parler, parce que l'ASCAR, effectivement, est un outil qui existe depuis très longtemps. Mais donc, c'est pas nouveau, les coopératives. C'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Ben voilà, il y a eu des effets de mode peut-être, etc. Et nous, on considère que ce n'est pas qu'un effet de mode et que c'est vraiment un outil économique au service d'une société, mais pas n'importe quelle société. Et c'est là que c'est subtil et c'est vers ça que nous, on veut aller. Justement, Sybille Mertens, les coopératives, ça existe depuis très longtemps, depuis au moins 125 ans déjà, même un peu plus d'ailleurs aussi. Dire que le modèle de la coopérative existe depuis quasi toujours, en tout cas dans notre société moderne. Hein. C'est pas nouveau. Non, ça existe depuis très longtemps. Les premières expériences datent plus ou moins de l'existence de la Belgique sur notre territoire. En revanche, la globalisation est passée par là, mondialisation, anonymat sur les marchés. Donc on a vécu des années culturel où on était focalisé sur certains types de modèles d'entreprise. Et donc, moi, je salue ici toute l'initiative qui est prise sur les terroirs ici, parce que c'est pour montrer que ces solutions-là sont à portée de main, qu'elles existent, que les modèles, on les connaît, hein, on les a déjà éprouvés. Et donc, on peut utiliser ce modèle-là. Aujourd'hui, il est particulièrement en phase avec les défis auxquels on est confronté. Est-ce qu'il y a une taille critique pour une coopérative ? Ça dépend très fort du secteur d'activité, parce que la taille critique, ça dépend des investissements que vous allez devoir réaliser, du marché que vous allez devoir peut-être servir. Donc on a des petites coopératives, par exemple, qui rassemblent quelques travailleurs qui ensemble veulent exercer leur métier, jusqu'à des plus grandes, hein, quand on parle d'agriculture ou d'énergie, il faut évidemment pouvoir assembler pas mal de capitaux, et donc il faut pouvoir avoir une taille suffisante, jusqu'à des très grandes, par exemple dans le secteur bancaire. Une grande en tout cas, à mes yeux, c'est ce qui arrive. Oui, mais moi je dirais qu'en fait, il n'y a pas une taille critique, il y a une évolution, comme d'ailleurs dans toute entreprise, qui doit être adaptée. Donc par exemple, dès le départ, il faut bien définir les structures organisationnelles et décisionnelles, même en prévoyant déjà la croissance, l'agrandissement de l'entreprise, de la coopérative. Et donc le gros danger, souvent, c'est une croissance trop rapide et où on n'a pas adapté les outils de la coopérative, donc de la démocratie. De la coopérative. Ça, c'est des moments charnières, comme d'ailleurs certaines PME qui grandissent et puis qui, à un moment, sont entourées de gens de bonne volonté, mais n'ont plus toutes les compétences nécessaires ou tout simplement les structures pour manager la coopérative. Vous voulez dire que ça devient ingérable à un moment ou l'autre ? Ça peut devenir ingérable. Ça peut devenir ingérable avec un grand écueil des coopératives, c'est-à-dire de donner dans les mains de quelques personnes un pouvoir et de perdre finalement le fondement, donc avec la croissance. Et donc finalement, on a un conseil d'administration ou des coopérateurs qui sont un peu fantoches et qui font confiance. Et donc c'est une dérive. L'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'on grandit et on maintient des gens, par exemple dans mon monde agricole, qui sont très compétents pour leur métier d'agriculteur, mais qui n'ont pas les compétences de gestion d'une entreprise, etc. Et où donc on est complètement sclérosé parce qu'en fait, on n'a pas les compétences au sein de son entreprise, quoi. Mais comment se prennent les décisions alors chez vous exactement ? Comment c'est structuré exactement ? Chez nous, donc, je trouve qu'une coopérative, ce qui est très important, c'est de garder cette vraie démocratie, mais tout en ayant la lucidité de mettre en place les outils où chacun a des pouvoirs, des niveaux de pouvoir différents et respecte ces niveaux de pouvoir. Par exemple, chez nous, on a un conseil d'administration composé d'agriculteurs actifs. Et je les comparais à des politiques dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est eux qui vont donner les stratégies, qui vont valider, on va par là, on va pas par là, on fait ça, on ne fait pas ça. Par contre, ils ont désigné un gestionnaire journalier, c'est moi, et qui va gérer l'entreprise, les 70 personnes, pour effectivement l'opérationnel. Donc je dirais que c'est le niveau technocratique, dans le sens noble du terme, l'opérationnel journalier. Et entre les deux, il faut à la fois une certaine étanchéité, je pense, pour ne pas que le conseil d'administration se mêle de gestion journalière ou que la gestion journalière décide de choses stratégiques, avec des organes qui font le pont, le lien entre ces deux niveaux de pouvoir. Dans notre cas, c'est ce qu'on appelle le comité de gestion, où je fais partie du comité de gestion,
et j'ai 3 administrateurs qui font partie de ce comité de gestion. Et donc, c'est l'interface entre ces 2 niveaux de pouvoir. Vous, Sybille Mertens, est-ce que vous avez un modèle justement de gestion d'une coopérative en fonction peut-être de la taille ou pas que vous proposez justement pour qu'elle fonctionne bien finalement, qu'il n'y ait pas des freins non plus à la décision au jour le jour? Donc il n'existe pas de modèle théorique que je peux vous donner comme ça, comme une recette. Donc on a quelques balises qu'on doit retenir. La première balise, c'est de dire qui sont les gens qui sont assemblés dans notre coopérative. Est-ce que ce sont tous des gens qui ont la même préoccupation, par exemple, tous des producteurs ensemble, ou est-ce que dans notre coopérative, nous avons des producteurs, mais aussi des consommateurs? Ça change déjà la donne, parce que vous avez autour de la table des personnes qui ont des intérêts peut-être pas spontanément convergents. Et donc ça, c'est le premier élément sur lequel on attire l'attention. Le deuxième, c'est ce que vous disiez, c'est la taille et la croissance. Donc là où on peut décider à 8 rapidement en une réunion, quand on est 150, ça ne se passe plus de la même manière. Donc on est plutôt à l'Université de Liège, dans la faculté de gestion où je suis, on est plutôt à donner des balises autour des modes d'organisation que directement donner une recette toute faite. On est d'accord que s'il y a vraiment une grande pyramide comme dans une entreprise capitaliste normale, on peut le dire, plutôt qu'une décision purement horizontale aussi avec 150 personnes, ça ne peut pas fonctionner. Non, donc et on perd la philosophie de départ. Il faut aussi préserver l'aspect démocratique, mais la démocratie, ça ne veut pas dire que tout le monde décide de tout le temps. Donc ça veut dire qu'il y a des lieux qui sont décidés collectivement, et puis ces lieux-là ont des responsabilités. Et ce qui est important, c'est d'assurer les rouages entre les lieux. Donc la transparence, on l'a vu dans le film, une transparence de l'information, mettre les bonnes personnes aux bons endroits, que les personnes qui aient en charge certaines décisions se sentent outillés pour le faire et donc capables de le faire. Ça ne sert à rien de faire monter des gens aux décisions s'ils ne l'ont pas. Mais donc on reste sur un modèle qui est relativement horizontal, mais où on a des rôles bien définis. Alors justement, Renaud Cudgen, l'objectif du RATAV aussi, c'est de faire changer, faire bouger les lignes. Je le disais un petit peu en boutade ici avant qu'on prenne l'antenne. RATAV, on connaît depuis longtemps. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'idées sur la table, beaucoup de réunions qui ont été faites. Et maintenant, on sent que vraiment, il faut passer un pas aussi. C'est vraiment essayer de faire bouger les lignes, justement, ici, notamment avec ce film, en parlant des coopératives, mais pas seulement aussi, mais on peut faire changer les mentalités aussi, de relocaliser, finalement, l'alimentation qu'on peut faire chez nous. Comme on le disait dans le film, il y a des emplois qui ne seront pas délocalisables parce qu'on travaille la terre chez nous, c'est notre terre, finalement. C'est notre combat, mais donc c'est comique parce qu'on dit que le RATAV est connu, mais en fait il ne l'est pas. On a toujours ce sentiment. Il est plus connu à l'extérieur de l'arrondissement que dans l'arrondissement. Et donc j'espère que ce débat et ce film va participer effectivement à faire connaître un peu ce qu'on fait, et à la limite même peut-être pas ce qu'on fait, mais les acteurs de terrain, et que ça va permettre aux citoyens d'aller les rencontrer. Dans la discussion ici, ce qui est mis en valeur, et c'est ce que défend le RATAV, c'est un réseau. C'est le réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers. Ce qu'on privilégie, nous, c'est la rencontre. Et en fait, ce qu'on dit dans une coopérative, le facteur prédominant, c'est l'humain. C'est souvent ce qui va amener la crise dans une coopérative, c'est pas les finances. Les finances, si le projet, si les personnes sont aux bons endroits, au bon moment, et que la finalité est bien construite, eh bien, ça marchera. Ils les font, ils vont suivre. Par contre, c'est toujours ce facteur humain et qui doit... C'est pas du tout cuit, c'est pas parce qu'on est un bon groupe au départ que c'est gagné pour 150 ans. On doit réussir à évoluer, à faire évoluer avec des gens qui partent, des gens qui arrivent, etc. Mais ce facteur humain reste au cœur du sujet. Et pour l'instant, il y a une campagne d'économie sociale qui circule beaucoup, qui est reprise, et qui dit, on place l'humain avant le profit. Et donc ça aussi, c'est vraiment, donc, non seulement dans le fonctionnement même d'une coopérative, l'humain est essentiel, donc dans des projets qu'on construit ensemble, l'humain est prédominant, mais en plus de ça, il y a vraiment cette idée de dire, oui, on se met en coopérative parce que c'est ça qui prédomine avant toute autre chose. Mais le but n'est pas de perdre de l'argent non plus. Mais donc le but est de faire de l'argent parce qu'on doit être viable. Toutes les coopératives qu'on présente ici, elles existent depuis au moins 2017 et parfois donc bien plus longtemps, on l'a compris. Mais donc, oui, il n'y a rien à faire. Il y a quand même une activité économique qui est en route. Mais cette activité, on la met en place et au service d'une finalité, avant toute chose. D'accord ? Et le but n'est pas avant tout de rémunérer des actionnaires, il est avant tout d'atteindre notre objectif et notre finalité. On parle de relocalisation de l'alimentation, mais on dépasse largement aussi l'arrondissement de Verviers. On l'a vu avec PQA, on l'a vu avec Scar aussi, j'imagine. On parle relocalisation, mais à la taille de la Wallonie, j'imagine. Oui, mais je rebondis un peu sur l'ancrage et le côté humain. Le fait que le capital, ce n'est pas le but de la rémunération, Renaud l'a dit, mais le capital, c'est quand même des agriculteurs régionaux, dans notre cas. Donc c'est un premier ancrage. Le capital, il est régional. Après, il y a la main-d'œuvre régionale. La finalité,
pour des coopérateurs de notre région. Alors, effectivement, ce n'est pas nécessairement à l'échelle d'un village. La région wallonne n'est pas une région énorme non plus. Donc, c'est important, mais c'est quand même un triple ancrage. Et je reviens aussi un petit peu sur les pouvoirs décisionnels. Il y a une assemblée générale. En fait, l'actionnaire, c'est quand même lui qui a le droit de la démocratie et qui, au moins minimum une fois par an, va mandater les administrateurs, peut-être me licencier. Donc aujourd'hui, moi, je suis gestionnaire de l'entreprise, mais je pourrais être licencié par le conseil d'administration. Et donc, je dois rendre des comptes à cette assemblée générale. Donc, ce n'est pas anonyme. Je ne suis pas à la bourse avec des actionnaires qui sont où, je ne sais pas où, et je dois répondre à quoi. Chaque année, une fois par an, j'ai 150, 300, selon qui viennent ou pas, actionnaires à qui on doit expliquer ce qu'on veut faire, comment on veut faire, etc. Donc ça participe aussi à l'ancrage humain et régional. Sybille Mertens, on est un peu dans l'exception. Chez SCAR, évidemment, ça fait une grande coopérative. Mais d'habitude, quand on lance une coopérative, il y a des exemples ici qu'on a vus, on a vu notamment avec Univers Paysan ou bien Verico. C'est souvent aussi des coopérateurs eux-mêmes qui s'investissent bénévolement, qui se rémunèrent en vendant leurs produits, etc. Mais il n'y a pas nécessairement des employés non plus directement. C'est un peu le but ultime aussi d'avoir des employés pour pouvoir gérer, parce qu'on est obligé à un moment ou l'autre, etc. Mais c'est compliqué aussi justement d'avoir assez de rentrée justement pour pouvoir engager quelqu'un, mais ça, c'est peut-être même extérieur. C'est classique dans toute démarche entrepreneuriale. Hein. L'entrepreneur qui démarre, il va prester un certain temps bénévolement avant que son entreprise n'atteigne un certain seuil. Ici, on est dans une dynamique collective. Donc, c'est le même élan qui est porté par des fondateurs qui bien souvent vont mettre du temps et sans être rémunérés. Mais il est clair qu'à un moment, il faut, pour que ça puisse continuer à exister, il faut pouvoir procéder à ses premiers engagements. Et je crois que justement, comme on est dans un modèle qui ne vise pas le profit de l'actionnaire. D'abord, on peut se donner le temps de grandir convenablement, et puis on peut du coup aussi créer un modèle de gestion où les choix qu'on va poser seront des choix qui seront partagés par tout le monde et qui guideront la gestion. On n'est pas là en train de répondre à l'actionnaire qui est en bourse et qui attend notre résultat trimestriel. On rend des comptes chaque année à une assemblée générale de personnes qui sont autour de notre projet. Alors c'est sûr que une coopérative qui n'a pas d'emploi rémunéré, elle est quand même soumise aux aléas du bénévolat et on peut avoir de l'épuisement dans le temps. Mais ce qu'on voit, nous, c'est que ce sont des trajectoires où les projets tiennent la route et après 6 mois, 1 an, ont leurs premiers engagements. Ce sont aussi des projets, je voulais le dire, les projets coopératifs, quand on les compare aux PME, ils ont un taux de résistance dans le temps qui est à peu près de 10 points de base, donc 10% supérieur à celui des PME classiques. Parce que ancrage local, parce que soutien de la communauté, parce que soutien des coopératives entre elles. Donc ce sont des entreprises qui ont plus de chances de durer dans le temps. Parce que comme on le disait en préparant aussi, monsieur, voilà, la coopérative, pour qu'elle soit créée, qu'elle soit viable, c'est une idée, c'est une philosophie avant tout, avant d'être un modèle économique. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas être dogmatique, il ne faut pas de la philosophie pour la philosophie, il faut un besoin. Il faut un besoin, c'est un outil collectif au service des gens qui vont y investir dans le but de leur rendre un service. Et pour rebondir à ce que disait Mme Mertens, je dirais également qu'il ne faut pas avoir peur qu'une coopérative, comme effectivement n'importe quelle entreprise, elle doit grandir. Donc au début, il n'y a pas de personnel. Mais le défi, je pense, d'une coopérative, c'est d'assumer qu'à un moment, on n'a pas toujours les compétences. Donc les gens se réunissent par rapport à un besoin, mais ils n'ont pas nécessairement les compétences pour développer l'activité. C'est un autre métier. Je reviens dans notre cas, j'ai connu Port Qualité Ardennes où il n'y avait pas un employé. J'étais administrateur déjà à l'époque, je le suis toujours. Aujourd'hui, il y a une quarantaine de salariés. Mais il faut avoir un moyen, se donner les moyens de sa politique. Des compétences de découpe de viande, de gestion d'entreprise. Une exploitation agricole, ce n'est pas une entreprise de 40 personnes. Donc, à un moment, mais ça, c'est tout entrepreneur. Il y a des problèmes juridiques, je vais faire appel à un consultant extérieur pour le problème juridique. Il y a un problème comptable, je vais faire appel. Et ça on internalise petit à petit dans l'entreprise. Donc, mais ça, c'est propre à toute entreprise. Mais c'est la finalité et le fonctionnement qui est différent. Oui, comme on le voyait, Renaud, dans le film, d'ailleurs, il y a Terre d'Herbage qui sert un peu d'intermédiaire justement pour faciliter, réduire encore les circuits entre les producteurs qui doivent être prêts
de leurs produits près de la terre. Pour ceux qui la travaillent, quand on parle ici par exemple de maraîchage, il y a des moyens maintenant qui sont mis, qui se professionnalisent, si on peut dire justement, pour faciliter la vie et la survie aussi des coopératives. Terre d'Herbage est un bon exemple par rapport à tout ce qu'on vient de dire. C'est une coopérative qui est née en 2018, qui a fait ses premiers tests en 2018, qui a réellement démarré en 2019, qui fait 2 exercices en perte, mais bon, c'est 30 000 € de perte. Enfin, une entreprise qui démarre, il n'y en a pas beaucoup qui sont rentables dès la première année, j'en connais pas beaucoup, et qui, à la 3e année, est à l'équilibre. Donc 2022, c'est une coopérative qui est à l'équilibre et qui aujourd'hui, c'est plus d'1,5 million de chiffre d'affaires, qui a circulé du coup plusieurs fois sur un territoire qui est tout petit. L'arrondissement de Verviers, c'est tout petit. Et donc économiquement, c'est un cercle vertueux de fou. Et qui est le premier actionnaire de Terre d'Herbage? C'est les 20 communes de l'arrondissement. Donc ce sont les 20 communes, ce sont les élus des 20 communes qui ont décidé de mettre 80 000 €. C'était les premières parts, les premières actions qui ont été achetées pour cette coopérative, pour qu'elle fonctionne. Eh bien, c'est les élus qui se sont dit, voilà, ça c'est un projet territorial, ça va permettre de soutenir nos producteurs et de faire le lien avec nos épiceries. Ça a fonctionné comme ça dans le territoire et aujourd'hui, maintenant, la coopérative Terre d'Herbage est en train de s'installer petit à petit à l'échelle de la province de Liège, parce que le terrain de jeu de l'arrondissement de Verviers, forcément, est un peu petit, mais du coup, il n'y avait pas d'acteurs pour jouer ce rôle-là en province de Liège, et donc, hop, ils prennent la place. Mais voilà, c'est un exemple type d'un outil qui part au début d'une idée, d'une philosophie, d'un besoin, comme tu l'as dit clairement, et qui évolue, et qui maintenant, doit grandir. Maintenant, le challenge sera effectivement de ne pas se louper dans cette croissance, dans les outils démocratiques internes qui permettront cette évolution, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est une histoire intéressante, et de voir vers où ça va, enfin, c'est chouette. Ceci dit, parce qu'on parle d'alimentation ici, de production locale, de produits alimentaires. Je dis, mais si un jour un maraîcher, il n'a pas nécessairement l'obligation de rentrer dans une coopérative, il peut lui-même aussi vendre, trouver justement tous ces métiers différents de production, de vente, de marketing aussi. On parlait aussi de la publicité sur les réseaux sociaux, c'est important, c'est ce qui ramène parfois aussi les clients au jour le jour aussi. Un maraîcher peut le faire tout seul, finalement, il n'a pas besoin. C'est le gros danger. Donc aujourd'hui, nous, en tant que réseau alimentaire, dans le monde du circuit court alimentaire, c'est pas nécessairement simple. Donc, on a des porteurs de projets qui nous appellent, donc des épiciers, des épicières ou des producteurs, des maraîchers, pour dire, ils m'appellent moi, parce que Renaud, ils savent bien que c'est mon dada, l'économie sociale, les coopératives, et que je m'y connais un peu, et ils me demandent, mais moi j'aimerais bien faire une coopérative. Et je leur demande pourquoi. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont des difficultés, et leurs difficultés, elles sont un peu d'ordre financier, économique. C'est pas le premier projet, le premier but, c'est pas de rassembler des gens autour de leur projet. Et donc du coup, je dis, mais non, attention, donc en posant 3-4 questions, ils se rendent compte qu'en fait, la coopérative, c'est pas nécessairement la solution pour eux. Par contre, un outil comme Terre d'Herbage, c'est un outil logistique qui va les soutenir dans certains points. Je discutais encore hier avec quelqu'un qui est spécialisé dans la communication, qui me redisait, moi j'aimerais bien éventuellement créer une coopérative de com qui serait au service d'eux. Et donc là, il a vraiment un objectif, un objet, où il pourrait effectivement réunir un certain nombre de bénéficiaires, de personnes qui ont le même besoin, et donc du coup de mutualiser le coût d'au moins une personne pour commencer, puis peut-être 2, peut-être 3, pour faire la com. Parce que la com est un sujet important dans le monde des circuits courts alimentaires, parce que c'est un endroit où on pense qu'on n'a pas assez d'argent pour investir par rapport au monde de la grande distribution, et donc, du coup, on ne se sent pas assez à l'aise, on n'est pas assez compétitif, etc. Voilà, donc ce sont des exemples, il faut bien faire attention, quel est l'objectif derrière, sous-jacent, pour savoir si ça vaut la peine ou pas d'aller vers ce modèle-là. Ouais. Mais en tout cas, en tant que réseau, nous, que ce soit des coopératives ou des indépendants, on est en accord avec tout le monde et on essaye évidemment d'aider tout le monde et de mettre en relation les bonnes personnes aux bons endroits. Ouais, ceci dit, vous serez d'accord aussi, tous les deux, en vous gardant, mais tous les trois, j'imagine, la finalité, c'est de proposer un produit bon, local et de qualité aux clients, qui est le citoyen finalement aussi. On est clairement les meilleurs, non ? Vous disiez aussi, c'est la philosophie de base justement de la société, de votre coopérative, SCA. Mais oui, mais donc dans notre métier, nous avons des concurrents, nous sommes dans un environnement économique où il y a toute une concurrence qui est totalement majoritairement du privé pur. Et je n'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça. Mais par exemple, bien sûr, on doit répondre à cet environnement économique, on doit être rentable, et mes coopérateurs peuvent vite changer et aller acheter chez le privé. Donc il faut qu'on soit compétitif, mais à côté de ça, il faut qu'on ait d'autres ambitions. Et c'est ça la finalité et le besoin. Quelles sont nos ambitions ? Dans notre cas, c'est de développer des filières dont on a vu des extraits, comme Porc Qualité Ardennes, Marguerite et Picot, Coq des Prés et d'autres.
dans le but de mes coopérateurs, c'est-à-dire de mes éleveurs, de développer des filières de qualité différenciées avec l'allié qu'est le consommateur, pour avoir une valeur ajoutée, pour avoir une valeur ajoutée et ne pas se retrouver avec une alimentation de commodité mondiale où c'est juste l'économie d'échelle qui joue. Donc c'est une ambition en plus de mes collègues privés, qui ne seront pas fâchés que je dise ça, et qu'il faut redire au conseil d'administration et à l'Assemblée générale. Est-ce qu'on veut toujours ça? Parce qu'on pourrait très bien, avec l'outil qu'on a, dire maintenant on fait de l'argent, point. C'est pas ça. Ça veut dire que les produits peuvent être un peu plus chers, finalement. J'aimerais bien, mais malheureusement, non. Alors, pour un même produit, mais évidemment, nous avons des ambitions de valeur ajoutée. Il faut que la valeur ajoutée soit démontrée et soit là. On peut partir pour des heures, mais toutes les filières dans lesquelles on s'inscrit, je peux démontrer que, je ne vais pas faire de la publicité, mais telle filière est de meilleure qualité que les autres. Maintenant, il faut valoriser ça. Il faut parvenir à ce que le consommateur, donc il faut être crédible, etc. Il y a aussi une notion de transparence. Je dois rendre des comptes, nous devons, toute l'équipe, rendre des comptes à nos coopérateurs. Ils ont le droit de savoir, par exemple, qu'est-ce qu'ils donnent à manger à leurs animaux, puisqu'on fait des aliments pour le bétail. Est-ce qu'on met des graisses animales? On a choisi politiquement non. On peut. Est-ce qu'à un moment, on utilisait des farines de viande? Les coopérateurs ont choisi politiquement non. Mais après, il faut assumer, parce que quand on utilise certains produits, c'est moins cher. Oui. Donc oui, mais on choisit. Et donc là, il y a parfois un côté schizophrénique entre les besoins immédiats, et on est dans un monde de plus en plus immédiat, de nos coopérateurs, et le travail sur la durée. Parce que c'est ça aussi, le collectif, c'est l'adage, c'est aller plus loin à plusieurs, plutôt que d'aller vite tout seul. Mais c'est la réalité. Mais on est dans un monde où on veut vite aller vite, et où on doit. Oui, Sybille Mertens, sous-jacent aussi, il faut que le consommateur, le citoyen, puisse en tout cas dépenser parfois un petit peu plus ou autre, faire d'autres démarches ou autre. C'est vraiment une mentalité qui doit changer, même si il est peut-être convaincu que la qualité est meilleure et plus nature, en tout cas plus locale, mais c'est vraiment un système en fait, qui doit réellement changer. Oui. Là, finalement, c'est une manière de vivre qui doit changer. C'est un système qui peut changer seulement s'il y a des alliances qui s'opèrent sur un territoire. Donc on sent qu'on va ici avoir besoin d'une alliance de citoyens qui comprennent ce qui est en train de se passer, qui sortent d'une vision un peu myope de moi, mon intérêt, le prix que je paye et la qualité visible que je vois, et qui essayent d'avoir des préoccupations qui vont au-delà de ça. C'est la sécurité alimentaire sur notre territoire, la qualité d'emploi pour nos maraîchers, pour nos producteurs. Donc je crois vraiment que c'est un modèle plein de sagesse et qui appelle les citoyens à devenir plus intelligents globalement, pas seulement pour leur propre intérêt, mais pour l'intérêt général. On devient souvent plus intelligent quand on mange mieux, non? C'est très certainement. Et on devient plus intelligent quand on est au contact d'organisations intelligentes. Et donc, rencontrer des coopératives, c'est aussi avoir l'occasion d'élargir son point de vue. C'est extrêmement important parce qu'effectivement, il y a déjà rencontrer le consommateur. Comme je le disais dans le film, pendant des années, on a divisé le consommateur et les producteurs. En fait, c'est des alliés objectifs. Donc, faire des visites de consommateurs, dès le départ, moi j'en ai fait, les collègues me disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu perds ton temps et en plus tu prends le risque qu'ils critiquent. Or, c'est fondamental. Donc ça, c'est déjà une première chose, la transparence, ouvrir les portes. Venez voir ce qu'on fait. Mais la deuxième chose, c'est une deuxième étape, c'est peut-être faire rentrer dans la coopérative, comme actionnaire, autour d'un nouveau projet commun qui est cette alliance, les consommateurs comme également coopérateurs. Alors là, ça devient compliqué parce que tout de suite, les agriculteurs, par exemple, attends, ils vont faire autre chose que ce que nous, on a besoin. Donc, il faut discuter, réfléchir aux nouveaux objectifs communs de cette coopérative. Ça, c'est peut-être le défi que nous avons pour le futur. Et Sybille Mertens, je pense aussi que pour les coopératives en général, il y a une marge maximale de part qu'on peut avoir chacun, justement, pour ne pas influencer trop les décisions. C'est un peu, en gros, c'est une part, une voix, et c'est tout. Mais donc c'est un modèle qui, pour que la démocratie et l'intelligence collective marchent, c'est important d'abord de ne pas avoir trop de disparités dans les apports en capital de chacun, donc plutôt réunir des gens qui vont mettre grosso modo à peu près la même chose. Et puis c'est un modèle qui affirme que même si vous avez amené plus de capital, vous aurez la même voix que tout le monde. Et ça, c'est des balises fondamentales pour protéger les choix de gestion plus larges que les choix de gestion orientés rendement. Et la tendance, c'est de l'ouvrir de plus en plus aux citoyens, même qui ne sont peut-être pas de suite directement
impliqués justement dans la production? Mais parce que justement, ces entreprises, en fait, si elles veulent faire reconnaître leur plus-value, elles ont besoin d'avoir des citoyens qui comprennent le modèle. Et donc, ce que vous disiez est tout à fait juste. Faire progressivement entrer les citoyens au capital de ces entreprises, c'est une manière de sceller l'alliance. Hein. Maintenant, ça pose des questions de gouvernance parce que autour de la table, on n'a pas tous les mêmes enjeux, même si on a des enjeux communs. Pour clôturer, Renaud Kungen, ce film qui est très beau, qui est très bien fait évidemment, qui explique très bien, il est destiné à être partagé le plus largement possible, même s'il a déjà été projeté avec de nombreux débats pendant une année. Donc, oui, c'est ça, mais maintenant, il doit vivre, maintenant c'est un peu votre vitrine justement avant de continuer à faire bouger les lignes. Oui, c'est notre leitmotiv, donc on continue à vouloir faire bouger les lignes. Maintenant, le film doit vivre, voilà, c'est un film de 20 minutes qui peut même être utilisé dans le monde scolaire. Enfin, je pense qu'en 5e secondaire, en réto, on peut prendre le temps de regarder ce genre de film et avoir encore le temps d'en discuter, etc. Alors nous, on va pas être disponible à participer à tous les débats, ça peut être possible, mais donc justement, c'est pour ça qu'on le rend public et que, voilà, il doit être utile au plus grand nombre et j'espère qu'il va inspirer, qu'il va donner envie, peut-être ça va faire germer des choses chez certains d'entre nous, et j'espère qu'il aura même une vie au-delà de notre arrondissement. Je veux dire, nous, ce sont des exemples parmi d'autres, mais qui sont valables partout. Tu parlais de la région Wallonne, c'est vrai que la région Wallonne, c'est tout petit. Les Français se moquent toujours de nous quand ils voient sur quel territoire on joue, etc. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça doit être utile à beaucoup d'autres, évidemment. Produire local, manger local. Mais le réseau alimentaire continue de toute façon son action. On se reverra très certainement sur saison dans le cadre du festival Nourrir Verviers, qui devient aujourd'hui Nourrir Autrement, parce que justement, on veut être plus inclusif. Voilà, parce que notre arrondissement a ça de bizarre, qu'il y a le pays de Herve, il y a la Haute-Ardenne, il y a Verviers au milieu, et que voilà, Nourrir Verviers, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Mais ça reste le festival de la transition alimentaire de l'arrondissement de Verviers, mais on appelle ça Nourrir Autrement. Ce sera du 2 au 11 juin. Et donc voilà, nul doute qu'on en reparlera. Parfait, merci, rendez-vous est pris. Merci à vous, Sybille Mertens, d'avoir participé à ce débat, ce large débat sur les coopératives. Éric Wallin, directeur de la coopérative SCAR, merci à vous. Renaud Kungen, coordinateur du RATAV, le réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers. On se reverra pour parler notamment nourriture, alimentation et surtout qualité. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aller revoir encore cette émission, revoir encore le film, qui sera sans doute disponible ailleurs. Merci à vous et bonne soirée.